Très bien, et bien on va commencer. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, un dimanche. J'ai pu voir quelques autres webinaires juste avant et c'était vraiment intéressant, donc ça va compléter un peu ce qui a été dit. Aujourd'hui, on va parler des émotions et notamment de l'équilibre émotionnel, donc le fait de faire en sorte que tous les jours, on ait une pratique qui nous permette de ne pas se laisser déborder par notre émotionnel. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, normalement, ce serait bon. Est-ce que tout le monde voit bien? Je vais mettre... Ok. Très bien. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran. Si tout se passe bien. Ok. Donc, selon l'Ayurveda, je vais éventuellement vous le rappeler, mais l'Ayurveda, ça signifie donc la connaissance ou la science de la vie, puisque Veda signifie connaissance, mais aussi texte ou science, et Ayur, c'est la vie. Donc, l'Ayurveda, selon la Charaka Samhita, c'est un vieux texte, un texte ancestral de l'Ayurveda. Ça signifie que la vie est une combinaison donc, du corps, qui se dit Sharira, des organes d'essence, Indriyas, de l'esprit, Manas, et de l'âme, Atma. Et là, ce qui va être très important pour nous, ça va être cette partie-là dans la conférence dont je vais vous parler. On va bien sûr parler de l'ensemble de ces facteurs puisque tout joue dans la santé en général et donc dans la santé émotionnelle, mais particulièrement cet aspect-là qui s'appelle donc Manas ou l'esprit. Ok, donc vous devez connaître un petit peu les 5 éléments de l'Ayurveda. Je les ai rappelés ici pour que ce soit un peu plus clair. Avec donc l'éther qui se dit Akasha en sanskrit, l'air, Vayu, le feu, Agni ou Tejas, l'eau, Apa et la terre, Prithvi. Je les ai mis dans cet ordre, c'est particulier puisqu'on passe de l'élément le plus subtil qui est l'éther à l'élément le plus grossier qui est la terre. Donc en gros, l'éther va donner naissance à l'air quand il se met en mouvement, puisque l'éther, c'est le vide. Donc il n'a pas vraiment de qualité, il n'a pas de mouvement, il n'a pas de chaleur, il n'a rien en fait. Donc quand il va se mettre en mouvement, il va donner naissance à l'air. Et une fois que l'air va se chauffer, ça va donner naissance au feu, qui va ensuite s'alourdir et donner naissance à l'eau, et en se refroidissant. Et ensuite, en augmentant encore plus la densité, on va arriver à la terre. Donc c'est intéressant de se rappeler de cet ordre, parce qu'on va passer du coup que l'éther donne naissance à tous les éléments, mais la terre comprend tous les éléments dans un sens, puisqu'elle est le résultat de tout cet enchaînement entre les 5 éléments. Ok, donc ces 5 éléments vont donner lieu à 3 doshas, c'est-à-dire que l'alliance de 2 éléments va donner en résultante un dosha. Un dosha, je pense que Michel vous en avait parlé dans sa conférence, ça veut dire donc quelque chose qui est corruptible. Donc c'est une énergie dans le corps qui a la potentialité d'être déséquilibrée. Donc c'est important de comprendre cette définition-là, puisque un dosha, quand il est équilibré, une énergie dans notre corps, elle va remplir ses fonctions et donc elle va être à notre service. Alors que quand un dosha va être déséquilibré, il va plus être à notre service et il va être un poids pour nous en fait. C'est un peu comme si on se disait que l'âme, c'était la personne qu'on doit toujours servir en nous, l'être qu'on doit toujours servir. Et si les doshas se déséquilibrent, eh ben, ils ne font tout simplement pas leur travail. Donc, on a l'air et l'espace qui donnent le dosha Vata. On a ensuite le feu et l'eau qui donnent le dosha Pitta et l'eau et la terre qui donnent le dosha Kapha. Donc, je vous les ai décrits un petit peu de cette manière. Quand on prend l'étymologie des différents mots, Vata signifie celui qui permet la manifestation, celui qui permet le mouvement. C'est le dosha qui est notamment responsable de la circulation, de la respiration, du mouvement en fait dans le corps en général. Et sans lui, rien ne bouge. Donc souvent, c'est le dosha qu'on traite en premier en Ayurveda, puisque si jamais lui se déséquilibre, il a tendance à vouloir tout déséquilibrer avec lui puisqu'il bouge tout le temps. On a ensuite le dosha Pitta.
et qui signifie celui qui chauffe ou qui oxyde. Donc c'est celui qui transforme en fait. On va le retrouver dans les rôles comme la digestion, la couleur dans le corps en général, la chaleur bien sûr, la vision. Et enfin kapha, qui signifie celui qui fructifie, qui produit. Et kapha, ça va être kapha ou kapha, on dit les deux. Kapha, ça va être donc celui qui va construire la masse musculaire, qui va construire le corps en général quand l'enfant grandit, mais qui va aussi permettre la lubrification dans le corps, donc par les muqueuses, au niveau des cheveux, de la peau. Et il est très important pour faire du lien. Okay. Donc, je vous les ai décrits un peu plus ici et on va commencer donc par kapha puisque kapha correspond, c'est une erreur écrite ici, c'est le premier tiers. Kapha, c'est le début de tout. C'est le début de la vie, c'est le début de la digestion, c'est le début de la journée, c'est le début de la nuit. Donc, si on comprend ça, on a vite compris. Là, c'est une petite erreur, mais c'est le début. Donc, kapha, il débute la vie, c'est l'enfance, c'est le matin, juste après le lever du soleil, et c'est juste après le coucher du soleil, par exemple. Donc son rôle, comme je l'ai dit, ça va être la cohésion, le lien, la lubrification, la construction. Et en termes de sens, il va gérer les sens de l'odorat et du goût. Ça va être important puisque l'odorat est relié à l'élément terre et le goût à l'élément eau. Jusqu'à présent, on peut se demander quel est le lien avec les émotions. Ça va venir juste après, mais c'est important de se souvenir de ça jusqu'à présent. Son site d'origine, c'est pas l'intestin grêle, ça a été encore une erreur, c'est l'estomac. Je vous l'ai mis là. Donc l'estomac est le site d'origine de kapha. Et dans le corps, il apporte une couleur pâle, blanchâtre. Il est froid, il est gras, il est lourd. Il est lent aussi, à l'inverse de vata qui est rapide. Et il est stable. Donc tout ça, ça va donner une constitution particulière que j'ai illustrée ici, mais qui va donner en réalité plein d'aspects très différents, puisque là, c'est une femme, on pourrait aussi représenter un homme. Mais voilà, c'était un peu pour vous donner une petite idée. C'est des personnes qui ont une constitution assez forte, dans le sens où elles ont une bonne corpulence, une bonne immunité, des cheveux très longs, des cheveux bien lubrifiés. En cours, on nous disait souvent les cheveux L'Oréal, c'est les cheveux kapha. Donc voilà pour kapha. Pitta ensuite. Donc Pitta, lui, gère la deuxième partie de la vie, la deuxième partie de la journée, de la nuit. Et donc ça correspond à l'âge adulte, en fait, quand on est en action, dans le feu de l'action, littéralement. Et dans la journée, ça correspond au moment qui est aux alentours de midi, donc les 4 heures qui entourent midi. Donc c'est le moment où le feu digestif va être le plus fort aussi. Donc c'est pour ça, notamment qu'en Ayurveda, on recommande de manger le plus à ce moment-là. Son site d'origine, c'est l'intestin grêle. Donc, on descend un petit peu plus dans le système digestif. Et c'est là que, et notamment le duodénum, qui est un qui n'est pas représenté là, mais c'est la sortie de l'estomac, en fait, la liaison entre l'intestin grêle et l'estomac, qui est le lieu principal de Pitta. Ses fonctions sont donc la transformation, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la digestion, la chaleur, la couleur aussi, puisque quand on va avoir des taches de rousseur, qu'on va avoir des cheveux roux, c'est notamment des signes de Pitta, ou la couleur rouge dans le corps en général. Je vous l'ai mis juste là. Et en termes de sens, ça va gouverner la vision, puisque la vision est reliée à l'élément feu, et le goût qui est aussi relié à l'élément eau. Et dans le corps, on va donc retrouver Pitta sous forme de chaleur, sous forme d'une couleur jaunâtre ou rouge. Et il va apporter aussi un aspect un peu gras, pénétrant, c'est-à-dire que littéralement, il va pénétrer rapidement dans les tissus, comme par exemple le café, l'alcool. Il est piquant et il a un aspect un petit peu liquide. Et je vous ai représenté, c'est en général une constitution de corpulence un peu moyenne, de taille moyenne, de corpulence moyenne, et qui souvent, quand les personnes sont très marquées par ce dosha, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver, ont les cheveux et des taches de rousseur, donc les cheveux roux, parfois aussi des rougeurs au niveau de la peau. On peut les repérer de cette manière. Ensuite, donc, le dosha Vata. C'est le dosha qui gouverne la troisième partie de la journée, la troisième partie de la nuit, mais aussi la troisième partie de la vie. Donc après l'âge Pitta où on a agi, on a eu son métier, on a eu des enfants, on a eu plein d'activités, on était dans le feu de l'action, on passe à un âge de retrait, de légèreté où on va s'assécher. On voit que les personnes âgées souvent ont la peau qui est plus sèche, qui manque
de kapha, en fait, qui manque de remplissage un petit peu. Donc tout ça, ça va être lié à ce dosha vata. Et il va gouverner la fin de l'après-midi, en fait, et la fin de la nuit. Ses fonctions à vata, c'est le mouvement, la respiration, la circulation, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en termes de sens, on va parler du toucher, qui est relié à l'élément air, et à l'audition, qui est relié à l'élément éther. Donc ça encore, c'est important. Son site d'origine, c'est le côlon. C'est pour ça que notamment, c'est à cet endroit-là que les gaz se forment naturellement dans le système digestif. C'est lié à la présence de vata. Et c'est souvent, on rencontre de nos jours de plus en plus de pathologies du côlon et de pathologies liées à vata. Donc les deux sont liés bien sûr. Dans le corps, on retrouve vata sous forme d'une couleur sombre. Donc par exemple, quand on va avoir des bleus, quand on va avoir des cernes sous les yeux, un teint un peu sombre, c'est la présence de vata qui se manifeste. Il est aussi froid, il est sec et il va apporter des raideurs dans le corps, donc des blocages du mouvement, puisque c'est sa fonction principale, le mouvement, et s'il est bloqué, il va apporter des raideurs, mais aussi par exemple des paralysies. Il est instable puisqu'il est tout le temps en mouvement et il est léger, puisque l'air et l'espace sont donc les éléments les plus légers. Et en termes de constitution, on va souvent retrouver des personnes soit très grandes, soit très petites. C'est souvent des extrêmes, souvent très longilignes. Elles ont une faible, entre guillemets, corpulence, donc des os un petit peu légers, une tendance à avoir des difficultés à prendre du poids, notamment pour simplifier grandement. Mais voilà, en gros, c'était juste pour avoir une petite idée à quoi ressemblerait une constitution vata. Ok, donc on a parlé des 5 éléments, des 3 doshas. J'espère que tout le monde me suit jusqu'à présent parce que je ne peux pas voir vos réactions. Donc je vais continuer. On va parler maintenant de quelque chose qui est important dans cette conférence, c'est les 5 corps, qui s'appellent donc Pancha, Maya, Kosha. Pancha, ça signifie 5. Maya, ça signifie l'illusion, parce qu'en réalité, ces corps-là ne sont pas les corps les plus importants, entre guillemets, puisque là, vous ne voyez pas l'âme, par exemple. L'âme, elle est au-dessus de tous ces corps-là. Donc, on dit que c'est une illusion, puisque à notre mort, on va se débarrasser de ces corps pour rejoindre le monde astral, ou peu importe comment on l'appelle. Donc, Pancha signifie 5, Maya, illusion, et Kosha signifie enveloppe. Et donc, ces 5 corps, on commence par le corps physique. Le corps physique s'appelle Ana, Maya, Kosha. Ana, ça signifie nourriture, littéralement. Donc, c'est vraiment le corps qu'on nourrit par la nourriture physique. Il est relié à l'élément terre. Ensuite, on va donner lieu au corps énergétique ou pranique, donc Prana, Maya, Kosha. Prana, vous devez connaître, c'est un mot assez répandu dans le milieu du yoga et de l'ayurveda, et ça signifie l'énergie vitale. Son élément, c'est le feu. Ensuite, on a le corps mental, donc Mano Maya Kosha. Ça va être un corps qui va beaucoup nous intéresser dans cette conférence puisque c'est là qu'ont lieu les émotions, les pensées. Et c'est donc un corps qui est relié à l'élément eau. Le 4e corps ou enveloppe, c'est le corps de l'intelligence intuitive, donc Vijnana Maya Kosha. Vijnana, ça signifie connaissance ou discernement. Et c'est un corps qui est relié avec l'élément air. Et on va voir que ces 2 corps vont être liés dans les émotions et dans la pensée, dans l'état émotionnel en général. Tous sont liés bien sûr, mais ces 2 corps particulièrement. Et enfin, le corps de la félicité ou de la béatitude. Donc Ananda, ça signifie béatitude ou félicité. Et ce corps est relié à l'élément éther. C'est le corps le plus subtil qu'on ne peut pas percevoir. Et donc, comme vous pouvez le voir, la couche mentale se trouve au milieu. C'est elle qui va avoir la capacité d'influencer et de déséquilibrer toutes les autres couches. Donc, c'est très, très important de savoir ça parce que ça veut dire que si on a des émotions perturbées donc dans cette couche mentale, on va avoir la capacité de déséquilibrer le corps énergétique et le corps physique, mais aussi le corps intellectuel et notre état de bien-être, notre état d'épanouissement spirituel aussi, si on veut. Et donc, ce corps est relié à l'élément eau, aux pensées, aux émotions, aux désirs. Et dans le corps, ça signifie le système endocrinien un petit peu, si on veut.
Ok. Manas, un mot sanskrit, qui se traduit souvent par mental, mais que je préfère traduire par esprit, puisque le mental, on l'associe souvent au cerveau, quelque chose qui est dans la tête et qui a tendance à analyser les choses, sauf que ce n'est pas le rôle de cet organe-là. Donc on parle d'un organe, il n'a pas d'organe physique, puisqu'on dit qu'il se situe dans le cœur, mais c'est vraiment, on va le traiter comme si un organe était malade en Ayurveda, si Manas est déséquilibré. Donc, ça signifie l'esprit. Vous pourrez aussi le trouver sous le nom de sattva, à la place de manas. Donc, c'est un organe situé dans le cœur qui a pour rôle de rassembler les perceptions des organes des sens et les transmettre à buddhi, qui est l'intellect, donc qui lui se trouve plutôt dans le cerveau, on va dire. Donc, on a 5 sens qui sont reliés aux 5 éléments. Et ces 5 sens, tous les jours, ils perçoivent des choses. Là, actuellement, vous êtes en train d'exercer le sens de la vue, le sens de l'ouïe. Peut-être que vous avez des odeurs dans votre maison qui vous donnent des informations par l'odorat. Peut-être que vous avez un vêtement particulier qui vous donne encore une autre information par le toucher. Et vous venez peut-être de manger votre repas et donc de stimuler le sens du goût. Et toutes ces informations-là passent par Manas, donc l'esprit, qui va lui teinter toutes ces informations et les transmettre à Buddhi, qui va les analyser, les interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une information importante? Est-ce qu'il faut la mémoriser? Et donc, Manas a vraiment ce rôle intermédiaire entre les 5 sens et l'intellect. Et pourquoi ça c'est important? Parce que on s'imagine que si Manas est pur, qu'il est en paix, entre guillemets, donc si nos émotions, nos pensées sont en paix, on va pouvoir véhiculer une information qui est à peu près correcte par rapport à ce qui est perçu, donc plutôt neutre à l'intellect. Alors que si dans cet esprit-là, on va avoir beaucoup d'émotions négatives, des pensées constantes, de l'agitation mentale, toutes ces informations qui sont véhiculées vont être teintées par cet état d'âme, en fait, littéralement, et transmis à l'intellect. Et du coup, on va voir les choses d'une manière qui n'est pas forcément conforme à la réalité. Et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer ici. Donc, on a un groupe de personnes, c'est une information neutre qui est transmise à Manas, qui lui, s'il est en bon état, il est en bonne santé, ils vont se dire, tiens, c'est des personnes heureuses, ça fait plaisir à voir. Donc, il transmet cette information-là à Buddhi, l'intellect. Si Manas est emprunt à certaines émotions négatives, on va donner naissance à une information qui est un petit peu biaisée et qui vous pourrait dire « ils sont heureux sans moi, je suis toujours seul ». Et donc, l'information qu'on va intellectualiser sera celle-ci. Donc, en final, l'état de Manas conditionne aussi notre capacité à analyser les choses, à interpréter les choses. Et donc, il a été montré notamment que dans une dépression, par exemple, les personnes ont tendance à voir en noir et blanc, littéralement. Et en tout cas, voient moins bien les couleurs. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et là, on va se dire, mais le Manas, il peut être altéré par quoi, en fait? Qu'est-ce qui peut être un problème? Qu'est-ce qui peut le déséquilibrer? Et là, si on représente Manas comme un lotus, puisque c'est comme ça qu'on aime le représenter dans les textes classiques, on va avoir 3 états dans lesquels il peut être. Il peut être dans un état racine, dans un état dans la terre qu'on appelle tamas. Il peut être un état dans l'eau qui est la tige qu'on appelle rajas. Ou il peut être dans un état de fleur dans l'air qu'on appelle sattva. Il est important, je tiens juste à préciser, de ne pas essayer de faire de lien direct avec les doshas. C'est 2 choses différentes. Donc les doshas sont une chose et les états de manas de l'esprit en sont une autre. On les appelle les gunas de l'esprit ou les qualités de l'esprit. Et donc, on peut avoir tout à fait un gunas de l'esprit qui est associé aux 3 doshas. Donc par exemple, on peut avoir un état rajastique de vata, de pitta ou de kapha. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots sanscrits? L'état sattva, c'est un état de légèreté, de pureté, de paix intérieure, d'amour inconditionnel, de sagesse, d'hygiène de vie aussi, dans le sens où on va avoir envie de prendre soin de soi. Et il apporte une stabilité au mental, une sorte de paix au niveau émotionnel et des pensées. Et il représente la lumière, l'éveil, le moment où on est éveillé pendant la journée. Rajas, au contraire, il est dans l'eau. Donc dans l'eau, si vous avez déjà ouvert les yeux sous l'eau, vous vous rendez compte qu'on ne voit pas très bien. On ne peut pas trop s'orienter, on est un peu emprunt au mouvement de l'eau dans lequel on est.
Et donc Rajas, il est qualifié par du mouvement, par de la transformation, par une forte émotivité aussi, de l'agitation, du jugement, de la compétition. On va être centré sur nos besoins personnels plus que les besoins collectifs. Et aussi, il va avoir cette capacité à être très stimulant, à vouloir nous mettre en mouvement. Et il pousse à l'action. Et en termes d'état, autant Sattva, c'était l'éveil, autant Rajas correspond plutôt au rêve. Ce moment où on a notre cerveau, quand on regarde dans les neurosciences, c'est le moment du cerveau où il est en totale ébullition, où ça va dans tous les sens. C'est un moment très, très actif pour le cerveau. Et enfin, Tamas, c'est la notion d'ignorance, d'obscurité, d'inertie aussi, d'absence de mouvement. Ça correspond au sommeil profond. Et une personne qui est tout le temps dans cet état-là, même pendant la journée, va avoir des émotions un peu destructrices qui sont en lien avec la mort. Ça représente l'ombre aussi, à l'inverse de Sattva qui représentait la lumière. La personne va être aussi dans un désintérêt pour les choses, pour la vie en général, mais aussi dans un attachement, puisque Tamas se trouve dans la terre, il est attaché par ses racines. Et il va donner cette qualité-là au mental, à vouloir s'attacher aux choses, aux personnes, aux situations. Donc, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de dépendances, notamment des dépendances addictives ou des dépendances émotionnelles, donc relationnelles, de ce genre-là. Donc, ensuite, une information qui est importante qui découle de ces trois qualités, c'est que comme on peut avoir la constitution de naissance dont on vous a probablement parlé dans les conférences juste avant, la constitution de naissance, c'est savoir quel dosha, donc vata, pitta ou kapha, est en proportion majoritaire chez moi. Savoir est-ce que je vais avoir plus de pitta que de vata, plus de kapha que de vata. Et ça vous est propre et ça ne change jamais. Donc vous naissez avec une constitution de naissance qui ne change pas. Par contre, vous pouvez développer des déséquilibres au cours de la vie qui vont altérer un petit peu ces proportions. Mais au niveau du mental, on a aussi une constitution qui, elle, est variable. Elle n'est pas fixe. On peut naître avec une certaine des tendances, mais ces tendances vont changer en fonction de nos comportements. Et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on peut changer les choses. On peut changer notre état de mental. Donc si on a un état qui est tourné vers Sattva, donc vers la partie de la fleur du lotus, on va avoir par exemple une excellente mémoire, on va être très discipliné dans notre routine de vie en général, donc faire les choses qui sont bonnes pour nous. On va chercher à se connaître soi-même, on va avoir une bonne hygiène personnelle, que ce soit physique, émotionnelle ou mentale. On va avoir beaucoup d'énergie à revendre, de l'intelligence, du courage, la capacité à se défendre, une attitude aussi non dépressive, donc joyeuse, et on va avoir le sens de la vertu. Ça, c'est pour la constitution sattvique. Il faut savoir aussi que, tout comme la constitution Vata, Pitta ou Kapha, on peut avoir des mélanges. Donc souvent, on va avoir le mélange Sattva et Rajas ou Rajas et Tamas. Donc c'est pas pur. Là, c'est vraiment dans la théorie, mais dans la pratique, c'est pas aussi scindé, on va dire. Donc si on a une constitution avec du Rajas en dominance, ça donne que on va avoir une mémoire très sélective sur les choses qui nous intéressent, qui sont bonnes pour nous, qui sont intéressées si on veut. On va prendre des décisions aussi sur le coup des émotions. On ne va pas prendre le temps de les réfléchir, de méditer, et on va être un peu impulsif. Quelqu'un qui a Rajas en dominance a besoin d'être toujours dans l'action. Il prend beaucoup de stimulants, comme le café ou l'alcool par exemple. Ça peut être aussi des épices ou les boissons caféinées. Et il est souvent emprunt à ses émotions, donc souvent sous leur contrôle, et il a du mal à en être le maître. Il va être facilement colérique, il va juger aussi facilement, il va avoir des difficultés à contrôler ses pensées, donc des pensées qui partent un petit peu dans tous les sens, dans l'agitation. Il a tendance à être dans la compétition aussi, il veut être le meilleur. Et il a tendance aussi à être accro au fait d'accomplir beaucoup de choses. Donc, en anglais, on appelle ça overachiever. Donc, toujours vouloir accomplir plus que ce qu'on a besoin, en fait, si on veut. Et enfin, la constitution avec du tamas en dominance va donner quelqu'un avec une très mauvaise mémoire, qui ne prend aucune décision pour lui-même ou pour les autres, qui ne veut pas rentrer en action, qui a tendance à être inerte,
ne pas vouloir bouger, qui a de fortes tendances à l'addiction, qu'elle soit de tout genre. J'en parlais tout à l'heure, donc soit des relations, des drogues, des aliments, des circonstances, des objets. Et là, on va retrouver des émotions encore plus perturbées que dans l'état rajasique. On va se retrouver avec des émotions comme la dépression, la haine et un attrait pour la mort assez prononcé. Sur le corps, on va reconnaître un manque d'hygiène. C'est des personnes qui ne font pas spécialement attention à leur image, à leur hygiène en général, à leur santé. Ça ne les intéresse pas. Et ça peut être des personnes qui ont tendance au mensonge et à la manipulation. Voilà, en gros, pour faire simple, c'est 3 constitutions. Et là, on peut se dire, en fait, Sattva, c'est le meilleur, on devrait tous être sattviques. Non, puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a besoin de tamas pour dormir. Pour avoir un sommeil profond, on a besoin de tamas. Et pour entrer en action, on a besoin de rajas. Donc, on a vraiment besoin de ces 3 qualités de l'esprit-là, mais on va avoir tendance à chercher à être plus dans un état sattvique si on veut chercher un équilibre émotionnel et psychique avec une bonne dose, une petite dose de rajas et une petite dose de tamas. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, l'autre nom de l'esprit, c'est sattva, parce qu'on considère que quand l'esprit est pur, il est sattvique, en fait, tout simplement. Ensuite, on va donc nuancer avec ces 2 autres qualités, qu'on va plutôt appeler des défauts d'ailleurs, que sont rajas et tamas. J'espère que vous me suivez toujours. Alors, est-ce que je peux voir le chat juste ici? Oui, alors je vais l'afficher. Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je prendrai un petit temps à la fin de ma présentation, de toute façon, pour répondre si besoin. Voilà, donc sattva, rajas et tamas, extrêmement important pour comprendre les émotions, puisque si on veut se sentir bien, on va avoir tendance à chercher à être dans un état plus sattvique. Mais je vais y revenir de toute façon à la suite de cette conférence. Alors, émotion, qu'est-ce que ça signifie? Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, encore un nom à rallonge, l'émotion se traduit comme une conduite réactive, réflexe, involontaire, vécue simultanément au niveau du corps d'une manière plus ou moins violente et affectivement sur le mode du plaisir ou de la douleur. Ce que j'aimais bien dans cette définition, on pourrait en trouver beaucoup d'autres, mais la notion de réactive, réflexe, involontaire et aussi la notion de plaisir ou de douleur. On va voir qu'en Ayurveda, on peut jouer sur cette partie-là. Bien sûr, une émotion, elle est toujours involontaire, dans le sens où c'est quelque chose qui vient à nous. Cependant, si on a bien préparé le terrain, si on a une bonne hygiène émotionnelle, si on a une bonne hygiène de vie en général, elle ne va pas avoir un impact négatif sur nous, ou en tout cas pas le même que si on n'avait rien de tout ça. La notion de plaisir va nous ramener à ce qu'on décrit souvent comme les émotions positives, comme la joie, la béatitude, la gratitude, et la notion de douleur plutôt aux émotions négatives. Moi, je préfère les appeler comme émotions agréables ou désagréables, puisque dans les 2 cas, une émotion, c'est neutre, une émotion, c'est une information. Mais voilà, c'était juste pour revenir un petit peu sur ces 2 mots-là. Et après, quand on découpe émotion en termes d'étymologie, vous avez peut-être déjà vu ça. On a la racine e qui signifie vers l'extérieur et motion, donc du verbe motio en latin, qui signifie mouvoir ou mouvement. Donc c'est vraiment, ça rappelle que l'émotion est quelque chose qui doit sortir en fait, qui doit s'exprimer. Pourquoi c'est important de prendre soin de ces émotions et de leur apporter de l'attention? On parle beaucoup de dinacharya, donc en Ayurveda, c'est la routine de vie quotidienne, je vais vous en reparler tout à l'heure. Donc l'hygiène de vie au quotidien, prendre soin du corps physique, mais au final, cette hygiène de vie est censée aussi prendre soin de nos émotions et de notre intellect. Les 3, on a vu, il y a le corps, les organes des sens, l'esprit et l'âme, et tout ça doit être, on doit porter attention à ces 4 facteurs-là. Donc, les émotions sont en lien avec les organes, avec Agni, le feu digestif, le feu en général, le métabolisme, et avec l'immunité. Donc, si jamais on a des émotions qui sont perturbées, qu'on a trop d'agitation mentale,
on va avoir un impact sur nos organes, sur notre métabolisme et aussi sur notre immunité. Donc, c'est très important à prendre en compte. Par exemple, la tristesse va avoir tendance à diminuer tous les agnis, donc tout le métabolisme du corps. Alors que, par exemple, la joie va avoir tendance à tous les augmenter et à augmenter l'immunité. Ojas, donc c'est un élément de l'immunité. Ojas, c'est notre réserve d'énergie, notre réserve de liquide nourricier, si on veut. Et un autre exemple comme ça, la rage, elle va avoir tendance aussi à diminuer notre métabolisme et agit particulièrement sur le sang. Donc, on va pouvoir donner des déséquilibres au niveau du sang. Donc, c'est juste quelques exemples pour vous illustrer un petit peu ça. Une autre information qui est importante, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc ça, c'est Jacques Salomé qui avait dit ça et je pense que vous connaissez un petit peu cette expression. Mais une émotion en Ayurveda, elle est considérée comme un produit du corps, donc comme quelque chose qui est fait, comme par exemple la sueur, comme l'urine, comme les selles, et elle doit être évacuée, sinon elle devient toxique pour le corps. Ensuite, on va chercher à faire attention à ces émotions pour gagner en clarté, puisque comme je vous l'avais exprimé tout à l'heure, quand on représentait l'esprit, donc Manas, c'était un lotus. Rajas, qui représente l'agitation émotionnelle, se trouve dans l'eau. Donc on s'imagine que les émotions sont associées à de l'eau. Ça, on va revenir un peu dessus juste après. Mais voilà, si vous imaginez que l'eau représente nos émotions, on va imaginer aussi que si on se trouve dans l'eau à un moment donné, donc on imagine une eau un petit peu avec de la vase au fond, si on s'agite dans tous les sens en permanence, la vase, elle va donner naissance à plein de particules qui vont flotter partout dans l'eau et on ne verra rien à travers, on ne verra pas ce qui va venir. Et du coup, là, ce que nous propose tout ce qui est méditation, Ayurveda, yoga, c'est de faire un calme et d'arrêter le mouvement du mental pour que tous ces sédiments puissent se reposer au fond de l'eau et qu'on puisse à nouveau y voir clair. Donc voilà, prendre soin de nos émotions, ça nous permet d'avoir une meilleure vision du monde en général et une meilleure vision de nous-mêmes aussi, parce que mine de rien, c'est hyper important dans l'amour de soi d'avoir une vision claire de soi-même. Ok. Et l'émotion, elle nous informe d'un inconfort, d'un événement. Il faut ensuite la laisser partir pour laisser la place à l'intellect de prendre ses décisions et entrer en action. Donc, je vous disais tout à l'heure que les manas, donc le centre des émotions, il véhicule les informations de ce qu'on perçoit de manière générale dans le monde à l'intellect pour qu'il puisse les analyser, les disséquer. Donc, si jamais les émotions, le manas est perturbé, il ne va pas véhiculer la bonne information à l'intellect, ou en tout cas, elle sera altérée. Ce qui fait que gagner en clarté, ça découle du fait de prendre soin de ses émotions et d'y porter attention. Puisque l'intellect fonctionne un petit peu comme de l'air. Il a besoin d'être rapide, il a besoin d'aller vite, et s'il est en plein d'eau que sont les émotions, ça va le ralentir. Un autre intérêt à porter attention à ses émotions au quotidien, c'est le fait de bien vivre en société. Ça paraît logique, mais en même temps, on n'y pense pas forcément. Il y a un exemple que j'aime beaucoup donner, qui parle souvent beaucoup. J'appelle ça la continence émotionnelle. Donc, si on se rappelle que les émotions sont de l'eau, comment le corps gère l'eau? Eh bien, l'excès d'eau, il va tenter de l'évacuer par les urines. Et donc, les émotions, c'est un petit peu pareil, si on veut. C'est juste une image pour vous expliquer un peu le processus. On va avoir deux types de profils de personnes quand on n'apprend pas à gérer nos émotions, du coup, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école, malheureusement. Et donc, quand on est incontinent émotionnel, on va avoir d'un côté le constipé émotionnel, celui qui ne laisse rien sortir, qui se retient, puis qui explose un jour parce qu'il n'en peut plus. Et à l'inverse, on va avoir l'incontinent émotionnel. Donc, l'incontinent, il va évacuer n'importe où, n'importe quand. Donc, c'est des personnes qui, dès qu'elles ont un petit coup de stress, elles vont avoir tendance à juger, avoir tendance à critiquer tout ce qui les entoure, pleurer très facilement, se mettre dans des colères pas possibles. Et en fait, ni l'un ni l'autre n'est bon. Le fait de garder ses émotions en permanence, c'est hyper mauvais, puisqu'en Ayurveda, on dit que retenir un besoin naturel du corps, ça crée des maladies. Et le fait d'évacuer ses émotions, c'est un besoin du corps.
tout comme le fait d'évacuer nos urines. D'où la comparaison. J'espère que ça vous parle un petit peu. Et nous avons tous tendance à être plutôt l'un ou plutôt l'autre, donc incontinent ou constipé émotionnel. Je vous laisserai voir avec vous-même dans quel type vous vous reconnaissez le plus, parce que ça va vous permettre ensuite d'amener un petit peu plus du type opposé. Donc, par exemple, la personne qui est très constipée émotionnelle, elle ne va jamais exprimer ce qu'elle ressent, elle va toujours tout garder pour elle, elle va s'enfermer, ne pas communiquer. Et donc, elle va falloir la pousser à s'ouvrir, la pousser à exprimer les choses pour pas qu'elle se rende malade. Et à l'inverse, la personne qui est totalement incontinente, il va falloir lui permettre de trouver un cadre pour qu'elle garde en fait un petit peu ce qu'elle a, le temps qu'elle ait le temps en fait, qu'elle laisse le temps à son corps de comprendre ce qui se passe et ensuite d'évacuer ses émotions d'une manière correcte qui ne va pas impacter son entourage. Donc voilà, le fait de faire pipi, si ça peut vous aider à comprendre ce système-là. Est-ce qu'on est plutôt tendance à retenir jusqu'à exploser ou à évacuer partout? C'est hyper important. Okay. Et enfin, une notion qui est très importante selon l'Ayurveda, c'est permettre les pratiques spirituelles. Puisque l'Ayurveda veut que le corps, l'esprit et l'âme soient équilibrés, qu'elles s'entendent bien tout ensemble. Et ça a pour but de pouvoir amener à un état de libération de cet état humain, de cet état physique pur. Donc, si on veut avoir une pratique spirituelle qui ne soit pas gênée par notre état physique ou notre état émotionnel, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie en général. Parce que vous avez très bien dû essayer de méditer un jour où vous étiez énervé, ou un jour où vous étiez fatigué, ou vous étiez agité. Et en général, ce n'est pas très facile de méditer dans ces conditions-là. Et du coup, c'est pour ça que les textes conseillent de faire attention à ça pour pouvoir avoir accès à des pratiques plus spirituelles. Et donc là, ça va se faire de plein de manières, la méditation, les mantras, la routine de vie, les dévotions, peu importe votre pratique à vous. Ensuite, une notion qui est très intéressante, c'est que l'eau a tendance à se cristalliser, tout comme les émotions. Donc la cristallisation des émotions, c'est un processus qui fait que quand on ne permet pas aux émotions d'être évacuées, de circuler dans le corps de manière naturelle, elles vont se cristalliser, devenir dures en fait si on veut, et se localiser à certains endroits du corps pour donner naissance à des pathologies. Et là, je voulais vous parler un peu des 3 doshas. Donc, on a vu tout à l'heure Vata constitué d'espace et d'air, qui lui va plutôt avoir tendance à donner naissance à des émotions comme la peur, l'anxiété, l'angoisse, le manque de confiance en soi ou encore l'incertitude. C'est des personnes qui vont avoir aussi tendance à changer très vite d'émotion, qui peuvent pleurer et ensuite pleurer de joie. Enfin, c'est très changeant très rapidement. Et c'est des personnes qui vont manifester de manière aiguë. Donc, à un moment donné, il y a tout qui va sortir et puis après, ça va aller mieux. Mais ça peut se répéter assez souvent. Donc là, plutôt des personnes qui ont tendance à être plutôt incontinentes émotionnelles. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Mais une personne qui a beaucoup de vata ne va pas pouvoir s'empêcher d'évacuer en fait ce qui la gêne parce que ça va la bouffer littéralement. Voilà, j'espère que c'était clair pour vata. Les personnes de type Pitta, donc qui ont Pitta en dominance, vont avoir plutôt tendance à la colère, à la jalousie, à la haine, au jugement, aux frustrations aussi, et le sentiment de ne jamais être assez bien, le perfectionnisme du Pitta, typique. Et donc lui, au contraire de dosha Vata, ça va être un émotionnel très caché. Il veut avoir une façade qui est toujours présentable, qui n'est pas changeante en fait, si on veut. Et lui, donc, ça va être plutôt celui qui va se retenir jusqu'à ce que ça explose en colère, en haine, en frustration, parce qu'il ne peut plus le contenir en lui, en fait, tout simplement. Donc, c'est un émotionnel un peu explosif puisque la personne va chercher à le retenir trop longtemps. Le dosha Kapha, lui, donne des émotions comme la tristesse, la dépression, le sentiment de solitude aussi, la souffrance d'être seul et l'attachement.
puisqu'il est lié à l'élément terre, donc il va s'attacher à des personnes, à des objets, puisque Kappa est responsable du lien de manière générale. Et lui, c'est une personne qui est naturellement émotionnelle. Il a beaucoup d'éléments hauts, donc lui, ça bouge beaucoup en lui, mais dans le sens où c'est pas un mouvement qui est comme Vata qui va dans tous les sens, c'est juste une tendance qu'on appellerait en tempérament hippocratique un peu lymphatique, où il est un petit peu toujours triste, un petit peu nostalgique. Et lui, il va avoir une facilité à exprimer ses émotions plus, en tout cas, que les personnes Pitta au quotidien, sauf si on lui a montré que c'était pas une bonne chose, ce qui est souvent le cas dans notre société, puisque le dosha Kapha est un peu remis de côté dans notre société actuelle. Et si on lui dit que c'est pas bien justement d'être émotif, de pleurer devant les gens, d'être un petit peu trop sensible, il va avoir tendance à passer dans le système de constipation, de garder tout ce qu'il ressent. Et le problème avec les personnes kapha, c'est qu'ils ne font pas des pathologies aiguës comme les personnes vata. Ils vont le garder, le garder, le garder, le garder, et puis des années plus tard, faire une énorme pathologie comme par exemple le cancer, et qui va se manifester d'une manière très profonde. Et donc, c'est des pathologies très lourdes qui prennent du temps à être soignées. Voilà, donc pour faire un peu la différence entre les personnes Vata qui, elles, vont avoir tendance à manifester assez facilement leurs émotions et qui ont du mal à retenir ce qu'elles ressentent, les personnes Pitta qui vont plutôt avoir tendance à vouloir avoir une façade et cacher ce qu'elles ressentent et exploser au bout d'un moment parce qu'on ne peut pas tout contenir. Et les personnes kapha qui, vu qu'elles ont la capacité de stocker beaucoup, elles vont avoir tendance à les garder, 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 et jusqu'à se créer une pathologie sourde, mais très lourde, au bout de plusieurs années. Ok, donc maintenant c'est une partie un peu intéressante que moi j'aime bien puisque ça nous permet ensuite en pratique de tout de suite vous comprendre ce qui se passe chez la personne. C'est le lien entre les organes et les émotions qu'on va ressentir. L'estomac. Pourquoi je commence par l'estomac? Parce que l'estomac est un organe majeur quand on parle d'équilibre émotionnel. Tout à l'heure, je vous avais expliqué que quand une émotion ne circule plus, elle n'est plus évacuée, elle va se cristalliser comme l'eau et se stocker dans les zones de faiblesse du corps. Mais on va se dire, pourquoi un organe plutôt qu'un autre? Et c'est là que le lien entre émotion et organe est intéressant, puisqu'on va voir que certaines émotions ont une affinité plus particulière avec certains organes. Et l'estomac, parce que comme on peut le voir au niveau anatomique, c'est une approximation, hein, ça va différer d'une personne à l'autre, et là c'est très schématique, mais c'est pour vous montrer que l'estomac est en lien direct avec le cœur au niveau anatomique. Donc là, on a le diaphragme qui fait la différence, la séparation entre les deux. Mais en réalité, ils se touchent presque en fait, s'il n'y avait pas le diaphragme entre les deux. Donc, une affection au niveau de Manas, qui se trouve dans le cœur, je vous le rappelle, va avoir un impact direct avec l'estomac, qui est juste en dessous. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que par la respiration, on agit sur notre état émotionnel et sur notre état digestif, les deux à la fois. Donc, je trouve que c'est une information assez intéressante et ça s'illustre au niveau anatomique, en fait. Ensuite, on voit que l'estomac, si on schématise grandement, il a une forme de lune, cet astre qui est relié en astrologie à la notion de sensibilité, d'émotivité, littéralement c'est notre psyché en fait, c'est notre état émotionnel et mental interne qui ne se voit pas. Donc encore une fois, l'estomac relié aux émotions. Et enfin, l'estomac est un organe qui contient beaucoup d'eau. Et on a vu que les émotions peuvent être comparées à de l'eau. Et il est constitué d'eau par le mucus protecteur qui se trouve, le mucus gastrique en fait, qui se trouve dans l'estomac pour protéger les parois de l'acide. Et donc, ça va être représenté l'eau froide en fait, qui est de type kapha, le mucus protecteur. Et on va avoir aussi une eau chaude qui est de type pitta, qui correspond au suc gastrique. Donc, ce fluide très acide qui nous permet de digérer les aliments. Et si on a un mauvais équilibre entre ces deux types d'eau, entre guillemets, et ben c'est là qu'on va avoir des soucis au niveau de l'estomac, que ce soit des indigestions ou au contraire des brûlures, des ulcères.
Et donc au niveau de l'estomac, les émotions qui sont les plus retrouvées sont la nervosité, le stress, mais aussi la dépression. Donc la dépression va plutôt tendance à être un problème de kapha, et la nervosité et le stress plutôt de vata, voire pitta, puisque les personnes qui font des ulcères sont souvent des gens qui en font trop, en fait, qui veulent tellement tout faire parfaitement qu'elles ont un stress constant en elles qui se manifeste au niveau de l'estomac. L'estomac représente aussi notre capacité à digérer, mais tout, de manière générale, les nouvelles idées, les situations. L'estomac nous mesure aussi l'ouverture qu'on a face à la vie, puisque l'estomac est un lieu de réception des aliments, c'est un lieu de réception de tout ce qui nous arrive. Donc si on a des problèmes à l'estomac, il se peut qu'on ait des soucis par rapport aux événements ou aux situations dans notre vie, qu'on a du mal à les accepter. L'estomac peut être un peu déséquilibré aussi si on a des conflits entre la réalité et nos besoins physiologiques, qui sont souvent relationnels d'ailleurs. L'estomac est très lié au relationnel, puisque ça représente un besoin de nourriture émotionnelle, littéralement. Donc voilà pour l'estomac. Ensuite, on peut passer tous les organes. Là, je vous en ai mis juste 6 pour vous illustrer un petit peu. La thyroïde a tendance à parler de manque de communication. Donc un problème à la thyroïde, ça se trouve au niveau du chakra de la gorge, qui est associé à la créativité exprimée, donc à la communication, à l'expression. Et un problème à la thyroïde, ça dénote souvent un problème de communication, dont on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas dire notre propre vérité. Ça peut être lié aussi à la culpabilité, à la trahison, au mensonge. Je vais vous laisser un petit peu regarder parce qu'on n'aura plus le temps de terminer. Mais en gros, voilà, pour chaque organe, on va avoir une émotion qui lui est reliée. Je fais vite parce que j'aimerais passer à la pratique. Alors, hop. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans la conférence de Michel tout à l'heure, qui parlait d'alimentation, elle disait une phrase qui est très connue, qui est « Vous êtes ce que vous mangez ». Et c'est tout à fait vrai. Et on est, selon l'Ayurveda, pas seulement ce qu'on mange, mais ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on sent et ce qu'on touche en fait. Puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui passe par l'esprit va être analysé et ça va nous représenter, nous constituer. Donc en fait, chaque sens va avoir un impact dans notre vie et dans notre état émotionnel. Alors... Donc en pratique, comment on a une hygiène émotionnelle utile qui va nous permettre de nous sentir bien? Le premier élément, c'est, je vous en ai parlé tout à l'heure, la routine de vie, la routine quotidienne, qu'on appelle la dinacharya en Ayurveda. Et cette dinacharya est constituée donc de 10 choses qu'on conseille à la personne de faire. Donc vous allez avoir l'heure de se lever. On va conseiller de se lever avant le lever du soleil. C'est une heure qui est sattvique, qui va élever le mental. On va conseiller d'aller à la selle, de boire de l'eau chaude, de se brosser les dents, de se racler la langue. Il y a toute une liste de pratiques que vous pourrez retrouver assez facilement. Donc, je ne vais pas la rentrer en détail là-dedans. Mais l'hygiène de vie, de manière générale, est extrêmement importante dans l'équilibre émotionnel. Donc, avoir une routine tous les jours qui soit adaptée à la constitution de la personne, à ses besoins, ça va permettre un équilibre émotionnel qui soit bon. Ensuite, le fait de prendre soin de ses doshas, puisqu'on a vu que si Vata est déséquilibré, il va avoir tendance à créer de la peur, de l'anxiété, du stress. Pitta va avoir tendance à créer de la colère et Kapha de la tristesse. Ensuite, comment on prend soin de Sattva, Rajas et Tamas? Donc, je vous ai fait une petite liste juste là. Donc, Sattva va être représenté par des lumières douces et naturelles, tout ce qui va être naturel, la nature en général, les mantras, des musiques harmonieuses, des couleurs blanches ou pastel, des films ou des vidéos qui nous permettent de nous élever, d'apprendre quelque chose, puisque Sattva représente la connaissance, le yoga, la marche en nature et un endroit rangé et propre, c'est Sattvik. Rajas, lui, va être caractérisé par des lumières artificielles, néons, des parfums artificiels, des musiques stimulantes aussi, l'excès d'action, la couleur rouge, jaune ou flashy, les films d'action, les reportages, des podcasts / motivation, puisque
voilà, les personnes qui sont accros à écouter des discours un petit peu motivants en permanence, ça va augmenter leur rajas, donc leur capacité à rentrer en action. Le fait de manifester augmente rajas et le fait de faire beaucoup de sport intense. Tamas, lui, va être aggravé si on a un excès de sommeil, d'obscurité, des couleurs sombres, des mauvaises odeurs en général dans la maison ou sur soi. L'inactivité pousse à augmenter tamas. La violence, le manque d'hygiène corporelle en général, l'inactivité physique, la saleté, le désordre, les addictions sont un signe d'augmentation de tamas et l'absence de contact avec la nature, bien sûr. Prendre soin de notre feu digestif. Alors, Agni, c'est pas seulement le feu digestif, c'est le métabolisme, les hormones, notre vitalité en général. Donc, pourquoi c'est important? Puisqu'on digère littéralement nos émotions. Donc, c'est, comme vous l'expliquez, pareil dans la conférence sur l'alimentation, quand le métabolisme n'est pas bon, on va avoir tendance à créer des toxines, donc de l'AMA, et au niveau émotionnel, c'est exactement pareil. Il nous faut un bon métabolisme pour pouvoir digérer nos émotions. Ensuite, au niveau alimentation, donc là, ça va être une alimentation qui doit être adaptée à la constitution de la personne, adaptée à ses déséquilibres, à la saison, adaptée à la force du feu digestif et une alimentation qui nourrit majoritairement sattva. Ça fait beaucoup de choses, c'est pourquoi on conseille souvent aux personnes de consulter des praticiens. Mais pour faire simple, une alimentation sattvique, c'est une alimentation qui supporte l'intelligence, la longévité, la force, la santé et la sérénité. Donc, c'est des aliments qui ont le goût sucré de manière générale et en Ayurveda, ça comprend les matières grasses, les céréales, les fruits, les légumes, le lait. Le ghee est un aliment extrêmement sattvique. Les ingrédients non traités qui soient naturels, donc une alimentation fraîche préparée par vous et de saison. Une alimentation rajastique a tendance à supporter l'activité, nous permettre le passage à l'action. Donc là, ça va représenter les épices, le café, le thé, l'alcool, tout ce qui est stimulant en fait. La viande, le poisson, les œufs, le chocolat, tout ce qui est fast-food aussi, ce qui est trop cuit ou encore le sucre raffiné. Et une alimentation tamasique va avoir tendance à entraîner donc une étroitesse d'esprit, un manque d'intérêt pour ce qu'on appelle le dharma, le chemin de vie, notre mission de vie, et une inactivité. Donc, ça va représenter des aliments en conserve, congelés, surgelés, les aliments qui sont moisis ou qui sont périmés, les aliments qui ne voient pas le soleil, les plats préparés, puisque ça fait très longtemps qu'ils ont été préparés, donc ils perdent leur prana, leur énergie vitale. Et l'excès d'aliments lourds, l'alcool en trop grande quantité et l'excès de produits animaux aussi a tendance à augmenter ta masse. Et le but, ce n'est pas d'avoir une alimentation purement sattvique. Le but, c'est d'avoir un bon équilibre, mais majoritairement de sattva si on veut privilégier un bon équilibre émotionnel. Le sport, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le sport a une importance cruciale dans l'équilibre émotionnel puisque on ne peut pas penser consciemment et bouger en même temps. Donc, quand on bouge notre corps, on ne pense pas. Donc, ça nous permet de nous calmer au niveau émotionnel. Le yoga, puisqu'il allie la respiration, le mouvement, le fait d'être attentif à ce qu'on fait, mais aussi la spiritualité et l'hygiène de vie. Donc, c'est encore une pratique très intéressante pour l'hygiène émotionnelle. Le pranayama qui découle un petit peu du yoga, puisqu'on a vu tout à l'heure que le diaphragme a un impact sur l'équilibre émotionnel et digestif à la fois. Donc ça fait un massage au niveau des organes. L'écriture est une pratique très intéressante pour vider tout, littéralement, comme on prend une douche tous les jours pour se nettoyer. L'écriture, quand on le fait d'une manière un peu intuitive, où on va juste écrire ce qui nous passe par la tête, ça permet de vider sur papier ce qui stagne et qui tourne en nous. Donc ça nous permet déjà de pouvoir prendre de la distance avec ça et en plus de l'évacuer. La méditation, que peu importe la forme de méditation qui vous parle le plus, que ce soit la visualisation, le fait de se concentrer sur un objet en particulier ou encore la récitation de mantras. Et puis d'autres petites pratiques comme le fait de faire une liste des valeurs, les 3 plus importantes notamment. Puisque quand on va avoir des problèmes au niveau émotionnel, ça peut découler d'une de nos valeurs principales qui n'est pas respectée. Donc c'est important de les connaître, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ensuite, tout type de pratiques de libération émotionnelle comme la danse, les états modifiés de conscience, l'hypnose, l'EFT ou l'art, la musique, le chant, peu importe ce qui vous permet de vous libérer. Je voulais vous donner rapidement quelques conseils par dosha.
Donc, Vata, comme je vous l'expliquais, a besoin de s'exprimer. Il ne peut pas garder les choses pour lui. Donc, soit par la parole, l'art ou le chant. Et pour lui, ce qui va être intéressant, c'est de lui mettre un cadre rassurant. Il a besoin d'une routine, il a besoin de rituels. Et il a besoin de choses qui l'ancrent de manière générale, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau relationnel, au niveau de l'environnement. Il a besoin de ça. Pitta, lui, il a besoin souvent d'être seul. Et lui, pour l'ouvrir un petit peu, il faut qu'il se sente complice, qu'il se sente proche de la personne et en sécurité pour oser s'ouvrir. Et il faut qu'il accepte aussi de ne pas analyser ses émotions. Kappa, lui, il va avoir naturellement tendance à s'isoler et à compenser par des addictions par l'alimentation ou au niveau relationnel aussi. Donc lui, il faut le pousser à rentrer en action, en fait, trouver un projet, faire du mouvement qui va lui permettre de sortir de cette inaction, en fait. Et souvent, on va lui conseiller de faire le point régulièrement parce que, comme je vous l'expliquais, il va avoir tendance à somatiser beaucoup plus tard. Donc, il va garder pour lui et somatiser des années après. Très rapidement, une pratique que j'aime beaucoup faire, donc, oui, c'est moi. Je ne sais pas si j'avais 5 ans sur cette photo, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand j'ai une émotion que je n'arrive pas à comprendre ou que je ne sais pas d'où ça vient, c'est discuter avec mon moi de 5 ans. Donc pourquoi c'est important? Parce que ça permet notamment de parler avec bienveillance. On n'a pas envie de faire du mal à un enfant, on n'a pas envie de lui dire oui, non mais c'est bon, tu te sens pas bien, encore une fois, c'est bon, ça va aller. On va avoir envie de le rassurer. On ne va pas juger son ressenti. Donc si par exemple l'enfant est jaloux, si l'enfant a de la colère pour quelque chose, on va avoir plus tendance à accepter que si c'était de la part d'un adulte. Donc ça peut aider. Et enfin, prendre la position d'acteur qui prend soin de l'enfant en fait. On n'est pas là pour se flageller, mais on n'est pas là non plus pour être dans l'inaction. Donc il faut avoir cette position-là d'action. J'espère que Natalia, c'est possible. J'ai encore quelques... C'est la fin là, donc je pense que ça va être bon. À retenir donc, l'émotion est une information. C'est une information qui est associée à l'élément eau. Elle permet de créer du lien, c'est extrêmement important. Et notamment, le fait de se montrer vulnérable, c'est un cadeau que l'on fait aux autres. Et ça, je le dis surtout pour les personnes qui n'osent pas montrer leurs émotions. Et il est important de bien s'entourer puisqu'on ne peut pas se dévoiler à n'importe qui. Donc, c'est une notion importante. Et si vous en avez besoin, pensez à créer un moment, un rituel, un sanctuaire pour vivre vos émotions pleinement et les laisser s'évacuer. Voilà, j'ai dû accélérer un petit peu. Je ne pourrais pas vous lire ce texte-là, mais je vous mettrai le lien ou je vous enverrai le texte dans le chat. Je vais essayer de faire ça ou je vous le mettrai sur mes réseaux sociaux parce que c'est un texte vraiment intéressant sur les émotions du professeur Vassamplad. Mais je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer. J'en profite pour vous parler un peu du bullet journal ayurvédique puisque c'est quelque chose que j'ai inventé pour pouvoir suivre une hygiène de vie ayurvédique, donc notamment émotionnelle. C'est disponible sur Ulule actuellement, donc j'ai lancé des préventes et tant que l'objectif n'est pas atteint, je ne peux pas lancer le projet. Donc, je vous demande si jamais c'est un projet qui vous parle, je vous laisserai bien sûr le lien et tout ça, de le partager, d'en parler autour de vous pour pouvoir permettre à ce projet de voir le jour. Voilà, et on va terminer sur cette jolie citation de Veronika Tugaleva qui signifie « La douleur émotionnelle ne peut pas nous tuer, mais la fuir peut nous tuer. La fuir peut. » Je vais y arriver. Elle nous dit aussi « Permets, accueille, autorise-toi à sentir, autorise-toi à guérir. » Je pensais que c'était une belle citation pour terminer cette conférence. Je suis désolée d'avoir accéléré sur la fin. Je manquais un petit peu de temps, mais j'espère que c'était clair. Je vais regarder un peu si vous avez quelques questions. Est-ce que c'est possible d'avoir les documentations qui résument le sujet? J'ai beaucoup de choses sur mon compte Instagram sur les émotions. Je vous ferai une story comment dire, à la une. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram, je vais essayer de vous mettre tout ça dans le chat. Je vais voir avec Natalia ce qui est possible de faire. Mais vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur mon site internet, donc manonmoulen.com, et sur mes réseaux sociaux. Est-ce qu'il sera possible d'avoir la présentation? Je vais essayer de le faire. Mais de toute façon, vous l'aurez en replay, la conférence. Donc, vous pourrez la revoir. Le PDF toujours.
Alors, comment bien gérer les émotions et en même temps ne pas déranger les émotions d'autrui? Je trouve que c'est une question très intéressante. C'est une question d'équilibre, encore une fois. Je ne pourrais pas rentrer là dans le détail si on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est, voilà, si chacun prend la responsabilité d'apprendre à gérer ses émotions, c'est beaucoup plus facile d'interagir les uns avec les autres, de prendre le temps quand c'est le moment d'écouter les autres et prendre le temps de s'exprimer soi-même. Merci beaucoup à tous. Merci, merci. Et ben voilà, je suis très heureuse que vous étiez aussi nombreux pour cette conférence. Je vous dis à bientôt et bon courage pour cette journée qui n'est pas finie parce que vous allez apprendre encore beaucoup d'autres choses magnifiques. Il y a plein de conférences très intéressantes. Merci Nathalie de m'avoir laissé dépasser un tout petit peu. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à bientôt.